Bon, j'y vais. C'est bon, il y a 30 participants pour le moment, c'est bon, on y va. Bon, bah, d'abord, je vais dire bonjour à toutes et à tous. Enfin, c'est un bonjour qui serait plutôt un bonsoir. Pourquoi j'ai fait cette présentation? C'est parce que, en fait, j'ai travaillé sur de multiples véhicules aériens. J'ai fait des avions civils, mais plutôt des militaires, des missiles, des lanceurs de hélicos, des satellites, des ballons, des parachutes. Tout ça, je me suis beaucoup amusé et j'étais toujours motivé. C'est ça qui est intéressant. Je pense que ce métier d'ingénieur m'a permis de faire beaucoup de travaux techniques. Bon, moi, j'ai fait très peu de numérique, mais j'ai fait beaucoup d'essais en soufflerie. Donc, du concret, ce que j'appelle toucher le vent. Ça m'a permis également de faire beaucoup de voyages, de contacts dans d'autres pays, de contacts humains. Et ce qui m'a permis, indépendamment de voir que moi, je me suis fait plaisir, c'est qu'il y en a beaucoup d'autres avec la technique de l'aéronautique et du spatial, bah, ils se sont fait aussi beaucoup plaisir. Un point qui est toujours intéressant pour un ingénieur, j'ai toujours enseigné. Mon premier cours, je l'ai fait en mai 68, quand j'étais à l'école. Et le professeur avait dit, puisque vous voulez faire la grève maintenant, messieurs, vous avez qu'à prendre, c'est à vous à faire les cours. Donc, c'était mon premier cours devant mes camarades de l'école. Bon, mais j'ai continué et c'est toujours un plaisir, je dirais, de transmettre tout ce que l'on sait aux plus jeunes. Il y a un point également, je pense que c'est important de le présenter, c'est qu'en fait, l'aéronautique est bien souvent critiquée parce qu'elle pollue, etc. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on aura toujours besoin d'avions, d'hélicoptères, de satellites. Si on les enlevait, si on se demande bien ce qui se ferait. Et en flûte, ça balaye un peu un certain nombre de problèmes, parce qu'en fait, les avions, ça pollue, mais peut-être pas tant que ça. Il y en a peut-être plein d'autres choses, telles que avec les serveurs, les data centers qui sont bien pires maintenant. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que chaque crise a été rapidement balayée et qu'il y a des commandes autant qu'on en veut, aussi bien sur les Airbus, les Rafales, etc., et les hélicoptères. Donc, il y a encore beaucoup d'améliorations à faire, en particulier pour rendre plus propres tous ces produits. Donc, je voulais vous transmettre un peu ma passion. Et donc, j'en conclus par filles et garçons, venez nous relayer. Quand je dis filles, j'insisterai encore, c'est qu'il y a beaucoup de garçons, mais il n'y a pas beaucoup de filles, et il faudrait bien qu'elles viennent. Alors, mon objectif, donc après cette courte introduction, ça serait de survoler le monde de la technique, parce que comme ça a été posé comme question tout à l'heure, en fait, il y a des quantités de métiers, je dirais, qui répondent, des quantités de domaines qui répondent aux mêmes soucis, aux mêmes métiers. Donc, je vais vous montrer un peu la variété des métiers. Et puis ensuite, ça sera plus pour les jeunes, présenter quelques outils d'orientation et d'insister sur quelques recommandations. Alors là, on avait déjà commencé les questions, je continuerai si on a le temps tout à l'heure. Alors, je vais vous présenter un peu le monde de la technique. Là, j'ai simplement essayé de commencer, bien sûr, par l'aéronautique et l'espace. Alors, vous voyez que c'est des mots qui sont très globaux, il faut regarder ce qu'il y a derrière. Donc, on peut commencer la liste, mais l'aéronautique, c'est à la fois travailler dans les avions civils, de transport, de tourisme. Donc, c'est du gros modèle, du petit modèle. Les avions militaires, ça peut être du transport, du combat. Une variété d'hélicoptères, de drones, missiles tactiques, missiles de croisière, dirigeables, ballons. Vous voyez qu'on peut se faire plaisir sur des quantités de sujets différents. Bon, on peut décomposer l'espace, c'est pareil. Donc, quand on dit on travaille dans l'aéronautique, on a déjà une multitude de possibilités. Alors, ce qu'il faut bien voir souvent, c'est que le choix du produit sur lequel on travaille, il est fortement lié à l'endroit où on habite. Si vous habitez l'Alsace, par exemple, bah, vous allez avoir du mal à trouver quelque activité, je dirais, sur un tas de ces produits-là. Par contre, si vous habitez en particulier en Aquitaine, en Occitanie, près de Nantes, etc., vous allez en trouver à peu près autant que vous voulez. Donc c'est très lié, en fait, c'est un peu particulier, mais c'est lié à l'endroit où on habite dans beaucoup de cas. Bon, le monde des transports, là, il y a toute la partie qui vole, mais n'oubliez pas qu'il y a des métiers qui sont très voisins, hein, qui sont donc pour l'automobile, le ferroviaire, le naval, que j'ai commencé à décomposer, mais en fait, c'est exactement pareil. Donc, beaucoup de nos métiers, je dirais, peuvent servir à la fois
à l'aéronautique et l'espace, mais au transport de façon générale. On peut noter qu'il y a même des écoles, en particulier l'ESTACA pour la cité, qui a des filières qui vous emmènent vers l'aéronautique, l'espace, euh, le ferroviaire, etc. Donc, la même école peut emmener un petit peu vers tout le monde. Et si vous faites une école plus aéronautique, bah, de toute façon, elle peut aussi vous emmener vers tous les transports. Donc, quand je regarde où je cherche où est la technique, on voit que en fait, il y a bien sûr tout ce qui est le matériel de transport, mais vous avez aussi tout de suite tout ce qui est les matériels pour l'énergie, donc l'hydraulique, nucléaire, éolien, solaire. Tout ça, on va retrouver de la mécanique des fluides, des structures, etc. Bon, vous avez encore tout un tas de matériels qui sont beaucoup plus simples, hein. L'électrique, ça peut être un rasoir électrique. Là, vous avez l'électronique, ça peut être un PC, etc. Toutes les machines, équipements, armements, des quantités de choses où on a besoin d'ingénieurs. On peut même continuer la même chose dans tout ce qui est la construction, donc les bâtiments, les travaux publics, l'agriculture, la sylviculture, donc pour les forêts, la pêche. Vous avez énormément d'activités d'ingénieurs, puisque même par exemple, si je prends l'agriculture, on voit qu'on peut, on a le traitement des sols peut passer par des satellites pour arriver à positionner ou mettre de l'engrais. Quand je vois les travaux publics, par exemple, si vous regardez le pont de Millau, le viaduc de Millau, en fait, c'est deux arcs de cercle qui ont été fabriqués sur les côtés, qui se sont rapprochés, le tout piloté par le GPS. Donc on retrouve partout, vous voyez même le besoin de satellites pour construire un. Bon, le tertiaire, la liste, elle est très longue. Vous pouvez on trouve des ingénieurs absolument partout. J'ai même rajouté la police, puisque vous avez des scientifiques qui vont faire un tas d'analyses, etc., euh, pour du traitement, j'irais connaître même la géométrie faciale, par exemple. Tout ça, c'est très, très varié. Donc, ça, c'est juste quelques photos pour vous montrer un petit peu des exemples les plus connus, bien sûr, hein. Donc, une voiture, un train, un poste de télé. Je voudrais également, donc, il y a le viaduc de Millau, là, avec tous ces et quantités de choses calculées. Et juste, je voulais faire une petite remarque, là, avec le schéma qui est à droite, au milieu à droite, là, en fait, qui était une prothèse pour vous montrer que bah, une prothèse, c'est de la micromécanique, c'est des matériaux, etc. Donc, on peut très bien se rapprocher du monde médical et faire des quantités de robotique, petites mécaniques, etc. Donc, vous voyez qu'on va même dans des domaines dont on a peur, qu'on ne peut pas envisager, je dirais, initialement. Donc, tout ça pour vous dire que le monde de la technique, il est très vaste, que les métiers techniques se retrouvent dans tous les domaines. Donc, en fait, comme je vais vous reparler qu'il faut se passionner pour un sujet, donc il faut déjà voir dans quel domaine on veut travailler. Et en général, on va trouver la technique qui nous plaît à l'intérieur. Bon, également, on a une chance inouïe en France parce que globalement, on a tous les domaines, je dirais, qui sont plus ou moins actifs. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il faut se déplacer un petit peu peut-être en France, mais on arrive à faire un petit peu tous les domaines, tout ce que l'on veut. Alors, donc là, on a vu tous les domaines. Ce qui est important également, c'est de voir la nature des activités selon les entreprises. Donc ici, j'ai classé les entreprises en fait en trois types, qui sont les centres de recherche, les entreprises industrielles et les autorités de décision. Vous voyez que dans tout ce qui est centre de recherche, l'enseignement que j'ai regroupé, donc c'est des entreprises telles que le CNRS, l'ONERA, qui veut dire Office national d'études et de recherche aérospatiale, l'INRIA, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a toutes les écoles et universités. Donc là, vous avez des métiers d'ingénieur qui vont être liés, je dirais, à la fois, bien sûr, de l'enseignement, des travaux très précis, des travaux où on va échec. Je dirais, là, par contre, il n'y a pas trop, je vais dire, de contraintes calendaires. C'est la précision, la ténacité, etc. Si vous prenez les entreprises industrielles, là, la mission, elle n'est pas tout à fait la même, c'est de réaliser des choses dans les délais, que ça fonctionne et avec des coûts raisonnables, etc. Donc, on n'a pas forcément exactement les mêmes caractéristiques
Ce qui n'empêche pas qu'on peut passer de l'un à l'autre, hein, c'est pas du tout impossible. Bon, ce qu'il faut également voir, c'est que le métier peut être un petit peu différent selon que vous rentrez dans une PME ou une ETI ou bien des grands groupes industriels. Bon, une PME, un ingénieur qui rentre dans une PME, bah, ça, je dirais sa promotion, elle va être très faible puisqu'il est dès qu'il rentre, il est tout de suite un peu au sommet de l'entreprise. Par contre, il va avoir une vue sur toutes les spécialités parce qu'il sera confronté à tous les problèmes, je dirais, de ses collègues. Quand vous rentrez dans une grande société, c'est un petit peu différent parce que là, vous aurez de la promotion, mais d'un autre côté, vous allez rentrer avec un poste donné sur un sujet, et puis il faudra simplement progressivement d'abord vous spécialiser, puis ensuite, je dirais, acquérir d'autres compétences latérales, etc. Ce n'est pas tout à fait la même démarche. Bon, vous avez également une autre catégorie où vous pouvez travailler, ce que j'ai appelé les autorités de décision. Donc là, bah, c'est dans les grands organismes tels que les ministères, les agences telles que l'ESA, l'Agence spatiale européenne, le CNES, la DGA pour toutes les opérations militaires, etc. Et on trouve dans les conseils régionaux, les mairies, je dirais tout ce qui est plutôt, alors pas pour l'aéronautique, mais plutôt pour les bâtiments, etc. Donc là, on a un travail qui va être différent, qui est plutôt le style chef de projet, etc., avec vue sur des quantités d'intérêt. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes type de travaux, et ben, selon les goûts, on peut partir à droite ou à gauche. Donc, selon bilan, la nature des activités, bien sûr, dépend, comme je viens de le dire, fortement du type d'entreprise. Toujours, je dirais, avec des carrières techniques, même si vous avez eu des formations plus ou moins identiques, on voit que les grandes écoles et l'université peuvent vous amener un petit peu à tout, hein. Mais je pense que c'est très important, c'est de prendre en compte pour choisir, c'est être fonction, et je vais en reparler, des problèmes quels sont vos goûts personnels, où est-ce que vous allez faire plaisir. Après, bah, de temps en temps, il y a des opportunités, hein, selon qu'on trouve un poste ou un autre, bah, on va se plaire, on ne va pas se plaire. Puis également, on peut faire des mutations, en particulier dans les grands groupes, hein. Vous pouvez commencer à faire de l'aérodynamique dans les hélicoptères, partir, continuer à les faire dans les avions, etc. Donc, on peut bien changer. Donc, beaucoup de variétés possibles. Alors, quels sont les principaux métiers au sein des entreprises? Alors, je les ai classés de deux manières. La première, c'est en fait regarder ce que c'est que le cycle de vie d'un produit. Et donc, le cycle de vie d'un produit, on commence à faire de la recherche et du développement, donc la R&D qui est très générale, la R&D, recherche et développement, qui est plutôt les détails finaux qui vont permettre de réaliser le produit. À partir du moment où on décide, il y a une décision de lancer un produit, on va donc travailler toute la partie conception, donc le bureau d'études en gros. Il va falloir approvisionner les matériaux, tous les produits, les équipements. Après, il va falloir fabriquer, intégrer, faire des essais au début partiels, en particulier pour voir si tout ça, ça résiste bien à la température, aux vibrations, etc. Bon, il y a des problèmes de logistique également parce qu'il faut emmener des très gros morceaux d'un endroit à l'autre, hein. Les ailes d'Airbus se font en Angleterre, une partie des fuselages se fait du côté de Nantes, l'intégration se fait à Hambourg et à Toulouse, les cockpits viennent de la Somme. Tout ça, c'est des gros matériels à déplacer. Donc, il y a la partie logistique qui est loin d'être banale. Bon, bien sûr, tout ce qui est qualité et normalisation, ça, c'est très important pour l'aéronautique, il faudra surveiller particulièrement. Bon, après les opérations, c'est toute l'utilisation des produits. Donc, je dirais en gros, c'est les compagnies aériennes. Bon, donc là, il y a des quantités de métiers derrière. Vous avez également la maintenance. Donc, la maintenance, un avion qui dure 30, 40 ans, il va falloir le vérifier chaque jour, chaque semaine, chaque mois, selon, on va découper plus ou moins l'avion pour le vérifier. Bon, toutes les relations support client, donc entre le vendeur, je veux dire, et la compagnie aérienne qui achète. Bon, et à la fin, il faudra démanteler et recycler. Donc là, vous voyez qu'il y a des quantités de métiers possibles. Vous pouvez très bien commencer à, je sais rien, à la conception, puis au bout de quelques années, partir à l'intégration. On peut passer d'une catégorie à l'autre. Alors bien sûr que c'est peut-être un peu
C'est pas immédiat, mais il y a des quantités de choses. On n'est pas obligé de rester 45 ans sur le même thème. Alors, il y a un point qui est important également à noter quand même, c'est que tout ça, c'est lié en fait, comme disait Jean-Claude tout à l'heure, il faut travailler en équipe. Vous voyez qu'on peut très bien être à la conception, mais il faut se poser la même question en même temps, comment je vais le fabriquer, comment je vais le déplacer, comment je vais démanteler, etc. Donc tout ça, c'est des allers-retours, c'est vraiment un travail en équipe très important, où il faudra faire confiance à celui qui est le spécialiste du sujet pour arriver à ce que chacun apporte sa contribution la plus fiable pour que la somme des éléments soit absolument fiable et assurer la sécurité du produit. Donc des quantités de métiers, là déjà, selon les goûts et selon un peu les caractères, c'est pas la même chose. Bon, vous pouvez reclasser également tous les métiers annexes, ce que j'ai appelé les métiers du support, dont on a besoin dans l'aéronautique. Ben, il y a du marketing, il y a des achats, hein, puisqu'il y a des quantités de sous-traitance, hein, le niveau 1, N-1, N-2, N-3, etc. Donc il y a des achats à tous les niveaux, de la gestion, de la finance, des affaires juridiques, beaucoup de vérifier les problèmes de propriété intellectuelle à la fois pour protéger ce que l'on fait et surtout ne pas copier quelque chose où il y aura un brevet ailleurs pour ne pas avoir de problème. Gestion des risques, la sécurité, la cybersécurité, la sûreté, le management des produits, stratégie, la veille, qu'on appelle aussi intelligence économique. Donc tout ça, bah, c'est des métiers. Alors, il y a beaucoup d'ingénieurs en fait qui vont se répartir également dans tous ces domaines. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas, par exemple, les achats. Les achats, c'est bien sûr du commerce, mais en fait, pour la partie technique, il y a aussi énormément de techniques pour savoir quel produit on va intégrer au niveau supérieur. Donc, ce n'est pas forcément que des commerciaux. Et d'ailleurs, on voit souvent que beaucoup de directeurs des achats sont des ingénieurs. Donc, vous voyez que quand vous multipliez tout ça, bah, ça fait beaucoup de possibilités. Mais on peut encore compliquer un petit peu. Donc là, je vous propose les activités selon la position du produit dans le système. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce que c'est le système. Je vais commencer par la deuxième paragraphe, qui est le système, qui est pour moi, c'est l'avion, l'hélicoptère, le lanceur. On va dire c'est le produit qui vole, c'est ce qu'on appelle un aéronef. Bon, mais donc là, vous pouvez avoir des gens qui travaillent dans cette partie-là, système, donc qui vont avoir une vue générale du produit. Bon, donc ça, en gros, bah, il reste plus quasiment, je dirais, qu'Airbus hein, maintenant en France, ou à peu près, puisqu'ils font des avions, des hélicoptères, des lanceurs, etc., des satellites. Mais ce qu'on appelle les systémiers vont acheter donc des produits aux sous-systémiers, donc les moteurs, une partie des fois des cellules, le système électrique, etc., sans oublier l'aménagement interne de la cabine, l'aménagement externe, les peintures, etc. Donc tout ça, c'est des sociétés. Bon, par exemple, tout ce qui est Safran je dirais en fait, Safran va pouvoir, je dirais, vous fournir à peu près tous les moteurs et beaucoup d'équipements internes. Donc ça va être les sous-systémiers. Donc on peut très bien travailler toute sa vie dans les moteurs, par exemple, sans, je dirais, s'occuper de l'intégration totale de l'avion et réciproquement. Bon, après, si vous descendez au niveau suivant, vous allez avoir toutes les sociétés qui vont vous fournir les composants proprement dits, dont certains peuvent être minuscules, puisque ça peut être des boulons, mais il y en a d'autres qui peuvent être des très gros morceaux, tels que le train d'atterrissage. Donc, vous pouvez passer toute votre vie à faire des trains d'atterrissage. Les gens connaissent. Bon, quand on voit tout ça, donc déjà, c'est des gens qui vont pas forcément, je dirais, par contre, passer de l'un à l'autre, parce que c'est un petit peu plus difficile. Et je voudrais rajouter le dernier niveau que je remonte tout à haut, que j'appelle les systèmes de systèmes. En fait, c'est ce qui est qu'on peut prendre comme exemple un système d'armes, un réseau de télécommunications. Par exemple, Galiléo, les gens qui s'occupent de Galiléo, je dirais, ils ne sont pas obligés de savoir faire exactement un satellite ou faire de la téléphonie. Par contre, ils vont gérer l'ensemble. Si vous prenez un système d'armes ou une armée, le général qui commande le tout, c'est un peu c'est le chef d'orchestre de son armée, donc il connaît un peu tous les sujets, mais il n'est pas obligé de détailler
de savoir comment Max exactement a même produit. C'est comme moi quand j'utilise ma voiture, je ne sais pas forcément tous les éléments qu'il y a dedans, mais je l'utilise. Donc là, ça fait encore, selon le sujet où vous allez, ça vous fait encore beaucoup de possibilités. Alors on peut également maintenant classer les ingénieurs selon leur spécialité technique. Donc là, je les ai décomposés en trois grands blocs que j'appelle le hardware, le software. Pas trop de traductible en français à la limite. Mais donc le hardware, ça va être toute la partie matérielle du produit. Donc on va commencer par de la mécanique, tout ce qui est l'énergétique, la propulsion. Donc c'est tous les moteurs, le choix des matériaux, très important, les calculs de structure, la partie structure pour savoir comment ça va résister. Pour tous les véhicules, on a toujours le contrôle du mouvement. Donc en fait, là, il y a six équations à résoudre, hein. C'est trois mouvements autour du centre de gravité et trois équations pour le mouvement le mouvement du centre de gravité. Bon, après, vous avez toutes les spécialités qui sont l'optique, mais qui peuvent aller de l'optique, je dirais, de la paire de lunettes jusqu'au laser. L'électromagnétisme ça va de l'aimant au radar, etc. Après, tous les composants électroniques. Donc, vous voyez des quantités de spécialités. Bon, après, alors, de temps en temps, on peut passer de l'un à l'autre, hein. On voit qu'il y a des évolutions des ingénieurs parfois qui passent d'un domaine à l'autre. Par contre, passe pas beaucoup entre le hardware et le software. Donc, le software, ça va être tout ce qui est avec la partie logicielle. Donc, beaucoup de choses. Bon, on peut difficilement classer, mais ce que j'appelle également la boîte à outils. Donc, c'est des gens qui vont faire des maths. Ben, des maths, pourquoi? Parce que, par exemple, il y a beaucoup de choses, ça se fait par le calcul. Un calcul, ça se fait, il y a des maillages. Et là, il y a beaucoup de traitements mathématiques. Mais on peut aussi faire des statistiques, des choses comme ça, ce qui conduit d'ailleurs certains ingénieurs à partir dans les banques parce qu'ils sont des bons matheux, etc. Bon, après, vous avez tout ce qui est physique, chimie de base qu'il faut traiter, c'est très important. Donc, que de spécialités techniques. Donc, si à l'école, comme je disais tout à l'heure, dans une école d'ingénieurs, on va avoir tendance, je dirais, à balayer un petit peu toutes ces spécialités pour avoir de bonnes bases, pour avoir le vocabulaire, pour avoir je dirais, les principes généraux. Par contre, en l'espace de 3 ans, ben, on ne pourra pas faire tout ça hein, dans le détail. Donc, c'est vraiment au début de votre carrière, dans l'entreprise où vous allez rentrer, que vous allez un peu vous spécialiser dans l'une de ces spécialités au début, puis progressivement, je dirais éventuellement en acquérir d'autres, ou bien rester toujours sur la même. J'y reviendrai tout à l'heure pour ce que c'est qu'un expert. Alors donc le troisième bilan que je vous propose, donc on voit qu'il y a de multiples, très nombreuses activités possibles. Donc le 1001 que j'ai mis sur le titre, vous voyez qu'il y en a beaucoup plus que 1001 activités. Donc on voit qu'on peut trouver beaucoup de choses avec la nature du métier, hein, transverse ou pour une étape donnée dans le cycle de vie. Il faut prendre en compte à quel niveau on s'occupe d'un produit, c'est soit au niveau système de système, système, sous-système ou bien pièces détachées, et beaucoup de spécialités techniques. Donc si vous multipliez tout ça, vous voyez que par chacun des domaines, ça fait des quantités de choses. Donc comme je l'ai déjà dit, progressivement, on peut changer un petit peu d'activité, mais on peut aussi, au fur et à mesure qu'on acquiert des compétences, augmenter son domaine d'activité, hein. Moi, j'ai commencé par exemple par des prises d'air, et puis après, j'ai regardé le missile, et puis après, etc., de plus en plus gros. Bon, donc, comme je le disais tout à l'heure, on est en France, ben, on a de la chance parce que globalement, il y a la possibilité pour tout. Donc, donc, quand je parle de la France, j'ai même rajouté en Europe parce que, en fait, si on veut coopérer au niveau de tous les pays, bah, c'est bien de se partager le travail. On peut également regarder, je veux parler des ingénieurs, mais je ne veux pas ne parler que des ingénieurs, c'est important. C'est que, en fait, vous voyez, j'ai précisé un petit peu les niveaux de responsabilité. Alors, je crois qu'on dit dans certaines entreprises françaises, il peut y avoir, je crois, 17 niveaux entre le PDG et, je dirais, la personne qui balaye les locaux. Moi, je me suis limité à 4 catégories avec, on voit qu'on trouve
du personnel donc qu'on appelle les compagnons, hein, c'est-à-dire des ouvriers qui sont très spécialisés et qui ont tout, je dirais, dans la tête, mais surtout également dans les mains, hein, des activités que ne sauraient pas faire souvent, très généralement, je vais même dire, les ingénieurs, bon, avec des bons techniciens de base. Donc ça, c'est la partie essentiellement, on va dire, production. Après, vous avez des exécutants supérieurs. Alors, j'ai regroupé techniciens spécialisés parce que il y en a qui ont un niveau très, très bon. Et puis, on peut, inversement, on va mettre un ingénieur débutant parce que là, au début, il apprend un peu sa spécialité. Et ben, il faut que. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes ingénieurs qui, en fait, peuvent apprendre beaucoup, je dirais, en sortant de l'école avec les techniciens qui sont spécialisés. Et c'est eux qui ont l'expérience, donc et beaucoup plus d'ailleurs que ce qu'ils en a appris des fois à l'école. Donc des gens de très... Bon, après, responsable de premier niveau, donc là, au bout de quelques années, ben, on va vous confier des actions de pilotage, vous allez avoir plusieurs volets à prendre en compte. Donc la multidisciplinarité, comme parlait tout à l'heure Patrick. Bon, puis après, vous avez, je veux dire, les grands chefs qui sont des ingénieurs expérimentés ou qui vont, en plus de réaliser, peuvent élaborer un peu des perspectives d'avenir. Donc ça veut dire qu'en fait, bah, il y en a pour tous les niveaux, hein. On va le revoir tout à l'heure au niveau des écoles. En fait, il y a à la fois par le niveau des études initiales et puis par l'expérience qu'on va acquérir, pardon. Donc en fait, tout est possible. Bon, quand je parle des compagnons, là ici j'ai fait une liste que j'avais récupérée de Safran, pour vous donner la source. C'était tous les métiers, je dirais que on cherchait à recruter avec beaucoup d'importance. Chaudronnier, forgeron, sondeur, tout ça, c'est des métiers en fait dont on a absolument besoin et que ben, on a beaucoup de mal à trouver. Et quand ils sont, alors s'ils sont pas bons, on n'en veut pas. S'ils sont bons, par contre, ils ont beaucoup d'avenir parce que c'est les points de base de la fabrication de tous nos produits. Vous noterez dans les photos que j'ai mis un monsieur et deux charmantes dames, parce que en fait, ces métiers, bah, on trouve des femmes, mais on n'en a pas beaucoup et c'est dommage. Donc l'insiste aussi. Alors, je varie un petit peu les caractéristiques de l'ingénieur. Donc, on peut se poser la question, ingénieur, qui es-tu? Bah, en fait, je suis un acteur de la vie économique, je veux réaliser, je vais vendre des produits. Donc, je résous des problèmes de nature technique en réponse à un besoin. C'est un peu ça. Bon, pour faire ça, bah, j'utilise mes compétences, puis également celles des autres. Donc, il faut voir ce qui existe déjà pour ne pas réinventer la roue. Donc ça va être des compétences techniques et puis également mon expérience. Donc ça, c'est important. Mais il y a un point qui est très important qu'on oublie un peu souvent dans le métier d'ingénieur, c'est que c'est pas uniquement de la technique. La technique, c'est une chose. On arrive d'ailleurs, c'est peut-être des fois ce qui est le plus facile. Par contre, il faut gérer les problèmes humains. Comme disait Jean-Claude tout à l'heure, il faut gérer une équipe. Travailler en équipe, il faut avoir son équipe. Bon, il faut également avoir quand même, je dirais, des bonnes notions économiques. Alors c'est sûr que dans le spatial, la sécurité vient d'abord, mais le problème économique, je dirais, il faut quand même réduire les coûts au maximum. Point très important aussi, bah, quand on vous pose un problème, il faut tenir compte de tous les critères environnementaux, en tenir compte à tous les niveaux, donc au niveau fabrication, euh, utilisation et jusqu'au recyclage, etc. Bon, le dernier point aussi, qui est loin d'être négligeable, c'est respecter tous les règlements. Alors, il y a les Français, les Européens, les résultats et les règlements internationaux, etc. Donc, ben, un ingénieur, c'est quelqu'un qui connaît pas forcément tous les détails de tous ces points-là, mais par contre, il en a au moins, je dirais, il doit en avoir une bonne prise en compte. Très important. Donc, un ingénieur, c'est pas uniquement un technicien qui fait des calculs dans son coin. C'est quelqu'un qui vit au sein d'une société et qu'il faut gérer complètement. Alors, on peut également se poser la question, c'est qu'est-ce qu'il fait? Donc, j'ai essayé de mettre ici quelques verbes.
qui généralise un petit peu ce qu'il fait. Donc, il peut chercher, je conçois, je développe donc de nouveaux produits, de nouveaux matériaux, de nouveaux équipements, de nouveaux procédés, systèmes ou services. Donc, tout ça, c'est très vaste. Après, il va y avoir un problème de planification, d'organisation de la production, la mise en œuvre et tout ça, vérifier bien sûr le contrôle final de la qualité qui est essentiel. Bon, il faut également qu'ils se posent des questions sur le marché, y vendre à des clients. Donc, vendre, c'est avoir une vue générale. Bon, je conduis des missions de conseil, d'expertise. À chaque fois qu'il y a un problème, il va falloir, au début d'un projet, on va donner des conseils. Puis par contre, quand il y a un problème qui apparaît pendant le développement, ben, il faudra des experts pour arriver à bien comprendre ce qui se passe. Bon, et puis comme on disait tout à l'heure, j'organise, je gère et j'anime des équipes. Donc c'est un peu quelques verbes, je dirais, qui occupent, comme beaucoup de jeunes demandent, quelle est votre journée type? Eh bien, ma journée type, c'est de gérer tout ça. Voilà, donc il n'y a pas de journée type, si je peux répondre. Alors, quelles qualités requises pour être ingénieur? Bon, bien sûr, avoir un peu un esprit scientifique, hein, donc être curieux. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tiens, je l'avais marqué là en tête d'ailleurs, créatif, rigoureux. Aimer à travailler en équipe, comme a précisé Jean-Claude. Avoir une bonne capacité d'analyse et de synthèse. Maîtriser les techniques de communication. Et j'ajouterais quand même, c'est beaucoup de progrès maintenant avec les jeunes générations, c'est pratiquer couramment l'anglais, hein. Si possible, d'autres langues, ça ne peut pas faire de mal, au contraire. Et il faut penser, qu'on pourra le redire tout à l'heure, mais que pour avoir un diplôme dans une école d'ingénieur, il faut avoir deux notes, une pour toutes les matières du programme et une autre qui est un test d'anglais. Donc, sans le test d'anglais, on est ancien élève de l'école, mais on n'est pas ingénieur. Donc, il vaut mieux apprendre l'anglais. Et puis, dans la vie courante, si vous ne parlez pas l'anglais, ça va être très difficile. Ça, c'est une autre méthode pour présenter un peu les métiers d'ingénieur. Donc, quand vous partez, on va partir du bas, donc ingénieur débutant, sort de l'école, au bout de quelques années, il va, je dirais, être un peu confirmé par des spécialités. Alors, il y a la flèche, la première flèche à droite. euh, Ici, il va vous montrer que bon, on peut aller vers plein d'autres fonctions, telles que les fonctions de support dont j'avais précisé, mais on peut également regrouper, je dirais, sur le tableau dessus, un peu les quatre grandes spécialités des ingénieurs. Alors, je vais commencer par la droite. En fait, c'est quand il y a un produit, on a un nouvel avion, ben, ce nouvel avion, il va y avoir un chef de programme, du chef du programme de produit. Prenons l'exemple d'un avion. Donc, ce monsieur ou cette dame a une responsabilité pour tout le programme, c'est-à-dire qu'il y a une partie technique, mais il y a une partie, je dirais, responsabilité civile, les coûts, les délais, etc. C'est le chef de programme. Si je fais une assimilation, est-ce que pourrait être un orchestre? Là, je dirais, c'est le directeur de l'opéra. Après, vous avez ce brave monsieur ou cette dame ne peuvent pas tout gérer, donc en fait, ils vont se reposer sur un ingénieur en chef qui, lui, va gérer globalement la technique. Donc, si on revient au théâtre, moi, ça va être le chef d'orchestre. Bon, après, ce chef d'orchestre, en fait, lui, il va coordonner toutes les fonctions pour que le produit fonctionne bien. Et donc, en fait, il va se reposer sur des équipes techniques. Donc, je pars tout à fait à gauche de ma planche. Donc, les équipes techniques, ça va être l'aérodynamique, ça va être la propulsion, ça va être les structures, etc. Donc là, vous aurez un manager qui connaîtra très bien son sujet, mais qui aura en plus à gérer, je dirais, toute une équipe de spécialistes sur le domaine. Donc là, il y a une fonction technique, mais il y a aussi une grande fonction managériale. Fonction managériale, c'est s'occuper du bien-être de toute son équipe, de la carrière, de promouvoir les meilleurs, gérer les cas difficiles, etc., etc. Et bien sûr, répondre aux produits que demande le chef de programme. Bon, vous avez une autre, donc ça c'est très classique, on a toujours parlé, je dirais, de la hiérarchie dans les entreprises avec les managers, c'est ce qu'on appelait dans le temps la voie royale, parce que c'est là qu'il y avait des augmentations, la voiture de fonction, etc.
Bon, il s'est créé entre-temps, en particulier sous l'impulsion de Louis Gallois dans les années 90, en particulier à l'aérospatiale, ce qu'on appelait les filières experts, ce qu'on appelle toujours d'ailleurs les filières experts. Donc, ce sont des hommes et des femmes qui ne souhaitent pas en général trop de fonctions managériales, mais qui par contre sont des techniciens hors pair. Donc, en fait, sur un sujet donné, ils connaissent tout. Ils ont tout dans la tête, ils ont tout dans leur ordinateur, et en plus, ils participent à des conférences, ils vont se renseigner, ils font des cours, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle la filière expert. Donc, vous voyez que, alors, on peut aussi, de temps en temps, vous avez des managers qui, en fin de carrière, basculent. Ils ont telle expérience qu'ils peuvent basculer dans la fonction expert. Et puis, ils laissent la place du manager au plus jeune. Bon, après, bah, tout ça, vous voyez qu'il y a beaucoup de managers, il y a beaucoup d'experts, il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs en chef, puis il n'y a pas beaucoup de chefs de programme. Mais c'est un peu la structure des métiers, je dirais, pour la carrière des ingénieurs. Bon, je voulais quand même, c'est important, la parité homme-femme. Donc, tous ces métiers sont totalement accessibles et parfaitement adaptés pour les hommes et les femmes. Hein, c'est important. Bon, il y a même de temps en temps où les qualités féminines sont même très recherchées pour toute leur rigueur, leur précision. J'ai visité il n'y a pas très longtemps une usine où on faisait du câblage. Il y avait 90% de femmes dans la salle parce qu'elles sont bien meilleures que les hommes pour faire des choses précises. Et on m'a même expliqué que les femmes asiatiques, en fait, étaient encore plus précises que toutes les autres. Donc, recruter une dame chinoise ou japonaise, apparemment, c'est l'optimum pour arriver à faire des choses de précision. Donc, ça veut dire que les femmes, on en a absolument besoin. Et pourtant, si vous regardez la suite, là, l'ex-bac S, qu'on appelait le bac S à l'époque, on avait à peu près autant de filles que de garçons, même un peu plus de filles. Maintenant, eh ben, il y en a beaucoup moins depuis qu'il y a de nouvelles organisations des études au lycée. La conclusion de tout ça, c'est qu'on le retrouve encore dans les écoles d'ingénieurs. Et donc, ensuite, vous voyez que si dans les écoles d'ingénieurs, il n'y a pas beaucoup de filles, bah, dans le suite, il n'y en aura pas beaucoup. Hein. Donc, actuellement, on est plutôt entre 20, 25, 30% de femmes dans l'aéronautique. Alors, vous allez dire, si vous allez dans le médical, ça va être l'inverse. Hein. Vous aurez beaucoup de femmes et pas beaucoup d'hommes. Le problème, vous voyez, c'est qu'en gros, maintenant, on a une femme pour 3 à 4 hommes à côté. Donc ça, c'est beaucoup dommage parce que comme en fait, on veut recruter et qu'on a besoin de beaucoup de personnes, bah, il est essentiel de continuer à attirer les garçons vers nous, mais également aller chercher les filles. Donc, d'où ma consigne que je passe partout. Donc, mesdemoiselles, vous êtes vivement attendues, ne nous laissez pas seuls. C'est quand même dommage. En plus, une entreprise qui est bien mieux équilibrée qu'actuellement, ça donne toujours des résultats. C'est prouvé que les résultats sont bien meilleurs. Alors, je vais passer un petit peu à quelques recommandations. Ça, c'est un peu le point de vue d'un grand-père vis-à-vis de ses jeunes. Hein. Donc, vous allez être à l'école, vous allez rentrer dans la vie active, mais en fait, vous n'êtes pas seul. Hein. Il y a des gens qui vont vous aider, qui vont participer. Alors, il y a un point qui est très important quand même, c'est que un métier, c'est en fait, ça résulte d'un besoin de motivation. Donc, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est que la motivation? On m'a expliqué qu'il y avait 3 niveaux, 1, 2, 3. Le niveau 1, c'est le niveau de vie animale. Ça résulte à quelques verbes, boire, manger, se reproduire, se laver. Bon, c'est quand même un peu léger, hein, situation de type SDF ou de pays misérable, donc on va éviter au maximum. Vous avez également le niveau 2 qu'on appelle vie contrainte. La vie contrainte, bah, c'est des salaires modestes, vivre avec peu de marge de satisfaction et souvent vous voyez, un travail répétitif contraint. Donc, je dirais on vit, mais c'est pas le top. Par contre, vous pouvez passer dans la dernière catégorie, vie satisfaisante, avec des progressions, des satisfactions, un travail intéressant et motivant. Quand on pose la question à un jeune, il veut toujours aller vers le niveau 3. Hein. Donc c'est là qu'on lui explique, ben, pour ça, il faut travailler. Alors c'est pour ça que c'est un autre point de vue d'un grand-père. Pour vous montrer, j'ai essayé de couper ce que c'est que la vie pour moi.
Donc, j'ai coupé en trois parties. Premier, en gros, jusqu'à 25 ans, 25-65, 65-100 ans. Alors, j'ai mis 100 ans parce que les filles qui vivent, qui naissent actuellement, elles ont une espérance de vie de l'ordre de 100 ans. Quand vous calculez une retraite de 35 ans, là, pour les filles, ça vous fait plus de 10 000 jours à vivre tranquillement. D'où je dirais, ma chaise relax, mon transat. Bon, donc là, alors pourquoi j'ai compté en jours? Parce qu'il n'y a plus de week-end quand on est retraité, hein. C'est samedi, dimanche, lundi. De toute façon, on est en repos tous les jours. Euh, pour avoir une bonne retraite, ben, en fait, globalement, il faut avoir une vie active intéressante. Donc, cette vie active que j'ai mis à peu près à 40 ans, là, 25-65, si vous travaillez ça, il faut calculer que tout ça, ça fait en gros 20 000 lundis matin à travailler. Donc, ces 20 000 lundis matin, ben, il faut les faire avec beaucoup de plaisir, je dirais en se motivant. Ben, pour faire ça, il faut passer à la phase au-dessus qui est la formation. Et là, on a une chance inouïe, c'est qu'en fait, ben, en France, on peut aller à l'école, c'est même vivement recommandé. Et donc, c'est un moyen ben, c'est le capital d'investissement qui va conduire à toute la suite. Donc, je l'ai représenté par du saut à la perche, parce que c'est important. La perche, vous avez différents niveaux pour le passer la barre. Donc, vous pouvez être compagnon, technicien, ingénieur, la baille est plus ou moins haute, mais dans tous les cas, vous avez un succès que vous aurez passé, un résultat, vous aurez un résultat. Quelle que soit par contre la hauteur de la barre, ben, dans tous les cas, il faut une prise d'élan pour entrer, donc passer la barre, ou bien ce que j'appelle également rentrer dans la vie active, hein, c'est-à-dire passer la barre. Donc, bah ça veut dire que c'est un travail continu, hein. On ne fait pas 10 mètres, puis s'arrêter, puis 10 mètres. C'est un travail permanent pour viser la hauteur de la barre que l'on souhaite. Alors, quelques recommandations associées. Donc, je l'en ai déjà parlé, bien parler le français. Et je rajoute au moins le français, parce que quand on lit des textes maintenant, même dans des grandes écoles d'ingénieurs, on est des fois impressionné par le français. Donc ça, c'est un premier point. Donc là, il faut savoir que les ingénieurs, ils ont quand même des rapports à écrire, etc. Donc le français, c'est pas si mal. L'anglais, c'est encore un plus. Bon, il faut être très ouvert à l'environnement, hein. La technique, c'est pas que de la technique. Il faut avoir un esprit scientifique, technique, voir ce que c'est les problèmes la politique, les financiers. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure dans les problèmes de vente d'avions. Ben, il y a autant de géopolitique que de technique. Pardon. Bon, il faut également, je dirais, progressivement, quand vous êtes à l'école, bah, essayer de connaître les entreprises. Je vous ai mis un site là qui est du GIFAS. Le GIFAS, c'est notre syndicat professionnel où vous pouvez trouver toutes les sociétés du monde aéronautique en France, français. Bon, vous avez également d'autres domaines. On a des pôles de compétitivité. Il y en a trois pour la France. Il y a les chambres de commerce et d'industrie. Là, vous pouvez avoir plein d'informations sur ce que fait chaque entreprise. Bon, après, il faut connaître les métiers aussi. Les métiers, donc là, vous avez Aéro Emploi Formation, qui est un site, une filiale du GIFAS qui peut vous aider à vous donner des conseils. Il y a également My Job Glasses, que je recommande vivement, qui est un site où vous pouvez contacter des métiers, des gens qui ont des métiers qui se rapprochent le plus possible de vous, et vous pouvez discuter avec ces personnes. Tout ça, c'est gratuit. N'oubliez pas l'APEC également, qui est l'Agence pour l'emploi des cadres, qui a beaucoup de fiches métiers, qui peut donner beaucoup de contacts. Ça ne sert pas uniquement quand on est au chômage. La PEC peut vous apporter plein de conseils. Bon, bien également, tout ça c'est l'extérieur, mais je dirais il faut également, pour arriver à accorder tout ça, c'est bien connaître ses propres souhaits. Qu'est-ce qu'on veut faire? Ben, ça peut en discuter en rencontrant des gens du métier, en lisant la presse. Donc les métiers, ben, vous voyez par exemple, adhérer à la 3AF, ça permet, je dirais, d'avoir tout un contexte, d'avoir des relations, d'avoir un carnet d'adresses. Donc tout ça, c'est très important. Ça permet de se fixer où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire. Alors, comment rejoindre l'industrie? Ben, d'abord, il y a plein d'atouts dont on ne parle pas assez de l'industrie. D'abord, vous voyez qu'il y a une infinité de métiers pour très nombreux domaines, pour tous les niveaux d'études et pour tous les goûts, hein. On peut tout faire, en fait, globalement. Ça, c'est la première chose.
Il y a également l'avantage, c'est que vous êtes dans un contexte en fait où on est créatif, c'est-à-dire qu'en fait on ne vit pas sur le passé, on vit sur le futur, c'est-à-dire on va créer de nouveaux produits, on va les faire évoluer, etc. Donc j'en ai cité quelques améliorations du niveau de vie, mais vous voyez que la technique a amené l'électricité, a amené le téléphone, l'imagerie médicale, etc. Donc s'il fallait revenir un peu en arrière, ça serait très très difficile. Donc on a encore beaucoup de choses à inventer. Bon, tout ceci, mon dernier point, là, tout ça, ça correspond à des besoins immenses pour rendre encore tout cela compatible avec la protection de notre planète. On a par exemple pour les avions, il y a des idées très claires pour savoir où est-ce qu'on veut pour pour réduire la pollution des avions. Bon, il y a un point qui est très important, c'est que, et ça également, je l'ai dit pour les demoiselles et les dames, il y a beaucoup maintenant dans tous nos métiers, il n'y a pas besoin d'avoir des grands bras musclés. Il y a des quantités de robotisation pour soulager les travaux durs et répétitifs, pour amener le matériel à portée de main pour qu'il n'y ait plus qu'à le fixer, etc. Donc c'est quand même, c'est pas un travail de force, hein, ça n'existe plus. Il y a également globalement à partir du moment où vous avez des gens qui ont des compétences importantes, globalement, il y a tout ça, ça correspond à des bons salaires non négligeables. Et il y a un point également que j'ai noté récemment qui est la qualité la comparaison entre les salaires hommes et femmes. Quand vous êtes dans le domaine technique, c'est de l'ordre de 4% entre les hommes et les femmes. Si vous prenez au niveau de tous les métiers en France, l'écart entre les deux est de l'ordre de 17%. Ça veut dire que quand vous choisissez d'aller vers la technique, pour les dames, bah, ça veut dire qu'elles ont déjà augmenté automatiquement de 13% leur salaire. Donc ça vaut le coup d'y réfléchir. Alors les bases de l'orientation, donc là, je ne sais pas s'il y a des jeunes autour de moi, de nous actuellement. Donc, choisir un métier en troisième, c'est pas facile, hein, parce qu'il y a plein de métiers. Il y en a plein. D'abord, on sait pas, on les connaît presque pas, on les connaît pas tous, excusez-moi. Bon, certains sont encore inexistants, donc on ne peut pas les connaître. Par contre, il faut faire attention, il y en a certains qui vont disparaître, hein. Quand on vous dit que l'IA remplace, sait faire tous les codages, on peut se poser la question et apprendre un métier pour faire du codage, est-ce la bonne solution? Bon, après, ces objectifs, bien sûr, ils peuvent évoluer en fonction de l'expérience que vous avez acquise, mais ça va venir doucement. Moi, ce que je propose quand on est en troisième, par exemple, parce que c'est un point très important dans l'orientation, c'est de se poser des questions, c'est quels sont mes goûts, quelles sont mes aptitudes, quelles sont mes qualités. À partir de là, on va se poser la question, puis en plus, où est-ce qu'on peut aller? Donc, démarche de l'orientation, c'est se connaître, mes goûts, mes aptitudes. Il faut bien sûr se poser la question, où est-ce qu'il y a des débouchés à court et long terme? Donc là, j'ai mis entre parenthèses l'IA parce que je sais qu'elle va poser plein de problèmes, soit en positif ou en négatif, mais à vérifier. Bon, si on peut s'impliquer dans tout ce qui peut améliorer le climat, ça ne peut pas faire de mal, hein. Il ne faut pas non plus partir vers l'extrême, mais donc là, il y a plein de choses à adapter. Bon, à partir du moment où on a des aptitudes données, ben, il faut essayer d'adapter sa formation adéquate. Vous en avez qui sont plus rapides, il y en a d'autres qui préfèrent certains sujets, donc il faut vraiment Je vais revenir sur les aptitudes. Donc c'est vraiment optimiser son orientation en fin de collège, c'est très important. Alors faut quand même se rassurer, c'est que vous connaissez tous le proverbe, tout mène à Rome. Mais en fait, les parcours sont multiples. Donc, on va voir qu'on peut, en fait, je dirais, déboucher dans tous les sens. C'est également, donc, se connaître, c'est connaître sa zone de confort. C'est se poser la question vers quel domaine je serais heureux. Et surtout, très important également, c'est ceux qui me déplaisent et sur lesquels je ne veux pas aller. Parce qu'il y en a tellement où vous pouvez être heureux que ceux-là, vous ne les connaissez pas tous. Par contre, ceux qui vous déplaisent, ben ça, vous les avez déjà identifiés maintenant. Vers quel type de métier? Donc, j'en ai déjà présenté beaucoup. Donc, toujours se poser la question, qu'est-ce qui me plairait? Vers quelle étude je peux m'engager? Donc, bah, selon vous, elles peuvent être courtes ou longues, générales ou appliquées. Je vais y revenir. Donc, qu'est-ce que me définit un type de métier? Donc, en troisième, vous voyez qu'il faut plutôt juste se limiter à non pas dire un métier, mais quel type de métier? A-t-il de l'avenir?
va-t-il me permettre de contribuer à l'avenir de la planète? Pour beaucoup de jeunes avec qui je discute, c'est un des critères importants, donc il faut se poser la question. Bon, comment savoir tout ça? Bah, se documenter via des personnes en poste. Je reviens encore à My Job Glasses qui peut être une bonne solution. Voilà un outil que je vous propose pour les connaître ses goûts. C'est de faire un petit tableau avec 4 colonnes comme ça. Dans la deuxième colonne, ça c'est votre objectif, ce que vous avez envie. En fait, bon, on n'y arrive pas toujours à faire exactement ce qu'on veut. Donc, se dire, en fait, il y a plein de choses, bah, je suis indifférent, donc bah, j'accepte. Et puis, il y a la partie de droite où vraiment, bah, ça, j'aime pas du tout. Et ça, bah, il faut surtout pas y aller. Donc, il faut bien identifier ce que vous aimez pas. Et puis, dans la première colonne, bah, vous mettez où vous voulez travailler, type de travail, quel contexte, etc. Vous pouvez mettre tous les sujets que vous voulez. Mais à chaque fois, se poser la question, mon idéal, ce que j'accepte et ce que je ne veux pas mettre les pieds. Le critère le plus important, c'est de savoir où vous ne voulez pas aller. Ça, c'est un petit tableau qu'on peut trouver. Il y a plein de tests qu'on trouve dans la littérature qui vous permettent de savoir comment vous positionnez, quelles sont vos aptitudes. Donc, l'idée, c'est pas, il n'y a pas d'optimum, hein. Vous voyez que l'axe horizontal, c'est ceux qui sont à gauche, c'est ceux qui ne font rien sans avoir coupé tous les cheveux en quatre avec une analyse très, très détaillée. Il y en a d'autres qui, à l'autre bout, les petits détails, ils s'en foutent et puis ils vont directement, allez, un coup de, comme on dit, au pif, et on va y aller. Si vous prenez dans le sens vertical, ceux qui sont vers le bas, c'est des gens qui respectent absolument toutes les règles. Donc celui-là, il perd jamais de points au code de la route, au permis de conduire, parce qu'il respecte absolument toutes les règles. Et puis il y a ceux qui ont inversement, bah, ils ont des convictions et puis ils vont y aller. Donc il est important, il existe des questionnaires. Quand vous répondez à 50 questions, on vous dit où vous êtes. Et c'est très important parce qu'en fait, on se rend compte, en particulier dans les entreprises, pour des secteurs où des gens sont mal à l'aise, il suffit de faire des tests comme ça et on se rend compte bah, qu'ils sont dans un endroit où ils ont un poste qui ne correspond pas du tout à leurs caractéristiques, à leurs attitudes. Et donc, bah, il faut éviter ça. Et souvent, en les changeant simplement de métier par rapport, je dirais, à ce qu'ils sont en train de faire, et les gens y revivent, et aussi bien pour eux que pour leur entreprise. À titre d'exemple, quand vous prenez le quart en haut à droite, c'est plutôt des gens, vous voyez que il faut qu'ils y aillent, et puis à l'intuition, on trouve plein de patrons de PME qui sont trop dans cette région-là. Quand vous prenez en bas, à droite, en bas, c'est plutôt de l'intuition et des valeurs. Bah, c'est plutôt, il y a beaucoup du domaine médical. Un médecin, il faut qu'il dise tout de suite ce que vous avez, d'abord avec l'intuition et l'intuition ou son expérience. Par contre, il faut qu'il respecte les doses en fonction de l'âge de la personne et la taille de la personne. Bon, en bas à gauche, ce serait plutôt, on va dire, les gens, les comptables, hein, ou les gens de la qualité, parce qu'il faut tout analyser et tout respecter. Et on trouve beaucoup des gens de la recherche, des ingénieurs dans la partie en haut à gauche. Donc, essayez de réfléchir à où vous êtes. Dans le petit cercle au milieu, c'est ceux qui ne savent pas où se placer, hein. Donc, c'est un bon moyen. C'est très important. Là, ici, je vous ai mis un tableau que vous permet de. C'est les qualités, c'est un colloque sur des DRH qui a émis ce tableau pour dire les qualités requises pour être embauché dans leur entreprise. Donc, vous voyez que ça ne comporte que le savoir-être, c'est-à-dire le comportement de la personne. Quand vous regardez donc le comportement social, individuel en vert, le professionnel en rose et puis en bleu, ou je sais pas quoi, le comportement relationnel. Tout ça, c'est lié à aucune compétence que vous avez appris à l'école, mais c'est votre méthode de savoir-être. Et de plus en plus, le recrutement, bah, il tient compte beaucoup, beaucoup de ces qualités. Donc, posez-vous la question, quelles sont mes qualités? Ça va aller. Par contre, quels sont mes gros défauts qu'il faut absolument que je supprime ou que j'atténue? Très important. Le savoir-être, on va y revenir. Juste 2 mots sur l'intelligence artificielle. Si vous lui faites faire vos devoirs sans apprendre, et là, vous allez à la catastrophe. Parce que moins vous allez en faire, plus vous allez être bête, si je puis dire,
Et donc, plus vous allez retourner à l'IA, et donc bah là, c'est la voie directement pour être clochard. Je vous conseille la Côte d'Azur, il fait meilleur que dans le Nord. Si inversement, vous utilisez l'IA intelligemment, là, vous allez obtenir de gros bénéfices parce que vous allez acquérir des compétences, vous pouvez être conseillé pour améliorer votre travail, vous pouvez préciser ce qui est mal compris, etc., etc. Donc là, vous allez progresser. Bon, et puis également, le dernier point, donc là, je vous ai, selon de la meilleure en centaines, mais il y a la troisième partie, c'est ne pas l'utiliser. Bah, là, c'est certainement également un danger parce que vous allez vous faire dépasser par ceux qui vont l'utiliser, parce qu'il y aura eu des conseils. Bon, ceux qui en font très mauvais, c'est pas grave, ils seront perdus. Mais je dirais, donc la conclusion, moi je suis vieux et je dirais, c'est pas moi qui vais développer l'IA, mais plus j'y travaille, plus je me rends compte qu'on peut en tirer profit si on l'utilise intelligemment. Ne pas l'utiliser me paraît très dangereux. Ça, c'est un tableau qui vous permet de regrouper toutes les formations pour être, je dirais, dans le domaine technique, avec à gauche une voie générale, une voie technologique, une voie professionnelle et des CAP. Les flèches en haut à droite vous donnent les orientations quand vous quittez l'école pour aller vers la vie professionnelle. Vous voyez qu'en gros, il y a trois sorties. En gros, c'est au niveau du bac, on va dire, ou du CAP, bac plus 2, bac plus 3 et bac plus 5 pour être le critère d'ingénieur. Bah, selon vos desiderata, vous pouvez vous dire la barre, c'est mon saut à la perche. Là, c'est le bac, bac plus 2, bac plus 5. Après, vous avez différentes voies. Vous avez également, pour les trois bacs général et bac techno, vous emmener vers différentes variantes de l'école qui sont soit avec maths sup et puis après une école après avoir passé un concours à bac plus 2. Vous avez un cycle d'ingénieur qui peut être sur une école intégrée, prépa intégrée, donc sur 5 ans. Donc là, on recrute au niveau du bac. Vous pouvez rentrer à l'université. Donc là, ça pose pas de problème puisque de toute façon, l'éducation nationale, tout le monde a le droit de rentrer dans l'enseignement supérieur. Le problème, c'est que tout le monde rentre au niveau du bac et comme il n'y a pas de place après, donc il y en a beaucoup qui se font arrêter au bout de la première année, qui est critique. Donc faire attention. Pour toute la voie professionnelle, là, vous allez vers tout ce qui est les brevets universitaires de technologie ou les centres de formation pour l'apprentissage qui peuvent vous emmener bac plus 2, bac plus 3. Ça, c'est une voie qui est vivement recommandée avec tous les techniciens dont on a besoin. Et tous ceux qui, en fait, se rendent compte à bac plus 2, bac plus 3, qui peuvent continuer, vous voyez qu'ils peuvent encore continuer pour être ingénieur avec des écoles en alternance. Donc, ça veut dire que quelle que soit la base, sauf les CAP, ça veut dire que toutes les autres options, vous pouvez dans tous les cas monter ingénieur. Les trois de gauche, c'est plutôt partir vers un bac plus 5. Par contre, si vous passez par le bac pro et puis toute la voie technologique, vous irez peut-être, vous mettrez peut-être un an de plus, mais en fait, vous pouvez arriver au summum. Mais par contre, vous pouvez également aller vers toutes les voies dont on a besoin, de tout ce qui est compagnon. Donc, juste pour quand vous êtes en troisième, on peut dire que la voie générale est recommandée à ceux qui sont prêts à de longues études et puis qui ont un bon niveau dans l'ensemble des matières ou qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Donc, ils peuvent le faire. Dans cette voie générale, je dirais, elle peut pas poser de problème. Quoique, vous avez la voie technologique, c'est pour tous les jeunes euh, qui sont plus à l'aise dans la pratique que la théorie. Quand vous êtes déjà intéressé par des spécialités proposées en seconde, il ne faut pas hésiter. Et également, c'est une très bonne voie alternative à la voie générale parce que les grandes écoles, après, ont prévu de à la fois, je dirais, de prendre des jeunes qui viennent de ces deux filières. Donc, vous pouvez absolument tout faire. Il faut savoir que beaucoup de jeunes qui passent dans la voie technologique sont beaucoup plus heureux, se retrouvent le travail plus agréable et en fait travaillent bien mieux et globalement, ils repartent, je dirais, pour un intérêt pour les études. Donc, loin d'être négligeable. La voie professionnelle, bah là, c'est aller vers du plus concret rapidement. D'énormes sorties vers la voie professionnelle. Et puis, il y a encore des solutions, je dirais, pour devenir ingénieur pour les meilleurs.
s'ils veulent continuer. Mais des fois, c'est dommage parce qu'ils peuvent faire aussi des très belles carrières en tant que technicien. Bon, le CAP, j'en parlerai pas beaucoup parce que pour l'industrie aéronautique qui est un peu, qui demande de la haute technologie, c'est pas tout à fait adapté pour nous. On veut au moins des bacs pro, voire plus. Important, essentiel pour les jeunes. En fait, quand vous allez quitter la troisième, on va vous proposer 5 options qui sont maths, physique, sciences de l'ingénieur, informatique et sciences de la vie. Il faut en choisir 3 quand vous allez rentrer en seconde. Si vous ne prenez pas mathématiques, physique et chimie, vous ne pourrez plus rentrer dans toute la partie supérieure. Vous êtes mort, si je puis dire. Donc il faut absolument prendre ces deux-là et prendre la troisième parmi les 3 que j'ai mis en dessous. Et c'est là que le problème vient souvent avec les filles, parce qu'en fait, il y en a beaucoup, dès qu'elles voient le mot mathématiques, ça leur donne des boutons et elles vont ailleurs. Et c'est là que depuis la nouvelle réforme de l'école, le fait qu'on voit apparaître le mot mathématiques, ben, ça pose un problème, elles vont ailleurs. Donc, mesdemoiselles, s'il vous plaît, prenez l'option mathématiques, physique et chimie, puis après celle que vous voulez, mais là, ça vous donne toute possibilité pour le futur. Alors, il existe aussi une option d'anglais. Alors, si ça existe, autant l'en profiter. J'insiste sur l'anglais. Juste pour les... Il faut savoir que dans les écoles, les universités, bon, normalement, elles sont gratuites, mais pas les fournitures. Les écoles de commerce sont payantes et les écoles d'ingénieurs sont payantes ou non. Il y a de tous les cas possibles. Ce qu'on voit, c'est que les plus grandes écoles, je dirais, sont gratuites à l'inscription près. Et par contre, il y en a beaucoup qui sont payantes maintenant, en particulier dans celles qui sont en cycle intégré. Et ce n'est pas forcément les plus chères qui sont les meilleures. Donc, n'hésitez pas à bien réfléchir à quelle est la qualité de l'école. Alors, il y a quand même, tout ça, c'est quand même assez cher globalement, hein, pour si vous prenez la voie payante. Une école d'ingénieur, c'est environ 10 000 euros par an. Les commerces, c'est plus. Alors, 10 000 euros par an, multiplié par 5 ans, ça fait 50 000 euros. Ça fait une belle voiture en moins pour papa et maman. Donc, il y a quand même des options. Bon, déjà, on peut solliciter une bourse. Et puis également, prendre un prêt étudiant. Il suffit d'aller dans la banque autour de chez soi qui va vous couvrir vos études, vos logements et le frais, ça se discute. Et en fait, vous pourrez le rembourser, je dirais, rapidement. En général, en 2, 3 ans, c'est remboursé. Mais par contre, vous aurez une bonne école, vous aurez, je dirais, un diplôme et vous aurez un bon métier. Donc, ça passera très vite. Donc, surtout, ben, ne pas arrêter ses études pour des problèmes de financement. On peut arriver à contourner le problème. Je vais conclure. Donc, il y a tout âge parmi vous, mais je fais ça surtout pour les jeunes. Donc, vous avez tout l'avenir devant vous. J'insiste sur l'anglais. Les possibilités de carrière pour tous les niveaux en France et puis en Europe. Et donc, la maîtrise de votre carrière est fonction de vos goûts. Je pense que c'est essentiel. Je vous ai dit 2000 lundi matin à travailler. De votre ouverture sur le monde, ben, langue, la culture. Il ne faut pas vivre uniquement avec sa technique dans son coin. Et de votre engagement personnel. Donc, sans travail, ça ne marchera pas. Sans motivation et dynamisme, ça ne marchera pas. Si vous avez un comportement bizarre, ça ne marchera pas. Et il vous faut quand même quelques compétences. Donc, conclusion, les atouts essentiels pour moi, c'est le comportement, le savoir-être. Hein, c'est essentiel, c'est parfois plus que les compétences. Les compétences, c'est le savoir et le savoir-faire. L'anglais et les filles. Donc, ma conclusion, choisissez, comme disait Confucius, il y a bien longtemps, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Et je suis prêt à répondre à vos questions si possible. Merci Gérard pour cette présentation qui a dû intéresser un grand nombre d'entre vous. Je vois que Brice a une question. On te laisse la parole, Brice. Non, je n'ai pas forcément une question. Je voulais prendre la parole pour remercier Gérard pour cette présentation. Franchement, bravo. Euh,
d'un calme implacable et très compréhensif. Et ce que vous disiez au départ, en préambule, c'est que, bah, en fait, on s'y retrouve tous, qu'on soit jeune, moins jeune, on s'y retrouve tous et c'est bien fait, c'est bien joué. Bah, merci. Une autre question? Oui, il y a Gaëtan qui souhaite poser une question. Ton micro, Oui, voilà, c'est oui, effectivement, mon micro est coupé. Merci pour cette présentation, franchement, c'était super. Ça donne envie de continuer comme ça dans les études, franchement, c'est incroyable. Et du coup, ma question, c'est, est-ce que dans un parcours d'ingénieur, vous préférez plutôt l'alternance ou plutôt les parcours classiques? Je trouve l'alternance extraordinaire parce que, Ok. en fait, faire des études, c'est bien, faire des papiers, écouter des professeurs, c'est bien, mettre les mains dans le cambouis, c'est très bien aussi. Ouais, c'est vrai. Ah. Et ce que l'on voit, on avait identifié, moi je suis super-héros, que ceux qui passent actuellement, il y a une version alternance à super-héros, et ceux qui Ouais. sortent en alternance à super-héros, ils gagnent plus que ceux qui sortent par la voie, je dirais, classique. Ah ouais? Mais Ok. c'est logique, parce que c'est des jeunes qui ont à la fois, ils sont pas obligés à la limite de connaître tous les sujets dont ils vont jamais utiliser quoi que ce soit après. Mais Oui. inversement, et ça fait pendant 2 ans où ils ont mis les mains dans le cambouis, ils connaissent l'entreprise, ils connaissent un tas de choses. Ouais, c'est vrai. Donc ils sont, moi je recommande vivement aux jeunes l'alternance. Alors Quand le vous problème, dites, quand vous dites le parcours à super-héros en alternance, c'est le parcours exclusivement pour les BUT, c'est ça? non, mais il y en a qui prennent à super-héros l'alternance et c'est c'est très Ok, bien. Et vous pouvez le ok, faire à ok. tous les niveaux. Il y a dans tous les BUT, etc. À chaque fois. Le problème actuellement, c'est que ça présentait beaucoup d'avantages, ça coûte cher et l'État est en train de le réduire un petit peu. Et c'est Oui, vraiment ouais, j'ai dommage, vu c'est ça. vraiment dommage parce que quand on voit, par exemple, l'éducation en Allemagne, il y a énormément de choses en alternance. Ok. Les Allemands sont beaucoup plus proches du concret, de l'application dans l'entreprise que la théorie. La théorie, c'est bien, mais Oui, il faut pratiquer quand même derrière, c'est mieux. Faut allier les deux. dans mon tableau, là, j'ai pas présenté les bacs plus 8, hein, où il y a les doctorats. Euh, donc, d'abord parce qu'il n'y avait pas la place sur le tableau. Ça, c'est la première chose. Mais c'est pareil, il y a un moment, à chaque fois que bon, se spécialiser, c'est bien, mais il faut, je dirais, de temps en temps, c'est vraiment, je dirais, passer à la vie active. Il faut pas Ouais, croire, bien sûr. la formation, c'est pas le bac plus 5. La formation, vous la finirez quand vous serez à la retraite. Et encore, parce que on peut apprendre plein de choses à la retraite. C'est qu'en fait, surtout qu'en plus, le monde va évoluer. Donc, comme le monde va évoluer, il faut s'adapter à tout moment. Oui, il y a Vous toujours des voyez, choses à moi, apprendre. je découvre à ma retraite l'IA, mais je trouve que c'est passionnant d'y plonger et de comprendre ce qui se combat, comment en faire. C'est un nouvel outil. Oui, ok. Donc, il faut. En fait, c'est ce qu'on appelle, je sais jamais formation tout au long de la vie. FTLV. C'est en fait, vous serez toujours en train d'apprendre. Et quand je disais, par exemple, à un jeune ingénieur, alors je ne sais pas ce qu'en pensent d'autres qui sont là présents, mais c'est les premières années de la carrière, c'est important de le. Moi, mon plaisir de mes premières années, c'est que j'avais un chef admirable. C'était le monsieur qui a fait la prise d'air du Concorde. Ah ouais, dis donc. Ben, quand vous avez un monsieur comme ça à côté de vous pendant vos premières années, je peux vous assurer Ouais, que ça doit ça être vous met le incroyable. pied à l'étrier. Ouais, ouais, c'est sûr. Et on fait actuellement une enquête. Il y a quelque chose qui s'appelle le G16, qui est le groupement de 8 écoles d'ingénieurs et 8 écoles de commerce. Alors maintenant, ça s'appelle le G16+, parce qu'il y en a 23, mais c'est pas grave. Et on vient en train de faire une enquête sur le point de vue des jeunes pendant les 6 premières années. Et actuellement, l'un des critères qu'on voit apparaître le plus des jeunes, c'est en fait avoir un patron qui est à leur écoute. En gros, qui est à leur disposition. Bah, je m'inquiète beaucoup parce que moi, ma première passion d'un jeune ingénieur, c'était d'avoir un bon chef. Un chef, mais un chef, un expert, quelqu'un qui vous apprend des quantités de choses.
C'est là qu'on apprend son métier, hein. À Ouais, Super Héros, c'est sûr. tout un tas de généralités, hein. C'est sûr, c'est sûr. Bah, Sachant merci pour votre... sachant que ce monsieur, premier patron, c'était aussi mon prof de prise d'air à Super Héros, hein. Mais Ok, c'est pas là que j'ai appris le plus. C'est vraiment avec lui après. ok, oui, donc c'est vraiment quand on commence à travailler qu'on comprend vraiment Ben, la quand vraie vie, entre guillemets. t'as un sujet à résoudre, le problème, c'est plus un truc où tu as un exercice à rendre 3 jours après. Ouais, c'est vachement C'est, mieux. donc c'est là que c'est passionnant, tu te dis. Et par Bah oui. contre, à chaque fois que tu as un support, tu vas le voir, et puis où tu as la documentation, tu as d'autres collègues, etc. C'est un Il y a une, Bah super. Merci pour votre réponse. plaisir. il y a une question de Charlie. Donc, elle est élève en première et elle a les spécialités maths, physique, chimie et sciences de l'ingénieur. Et pour entrer dans une école d'ingénieur dans le domaine de l'aéronautique et du spatial, elle voudrait savoir s'il est préférable de faire une prépa PTSI ou MPSI. Normalement, normalement, tout est possible maintenant. Parce que, en fait, avant, les écoles d'ingénieurs recrutaient sur la voie générale. Mais ils se sont rendus compte que c'était pas la bonne solution. Alors, dans chaque école, il faut se renseigner. En général, ils recrutent, je dis les chiffres au hasard, hein. C'est, mettons, 80% de la voie générale et 20% de la voie technologique. Alors, il y a deux options. Tous ceux qui sont bons en maths, en fait, en général, ils prennent la voie générale. Ouais. Mais ça veut dire qu'au moment du concours, au moment du bac, etc., bah, ils sont tous les meilleurs sont de ce côté-là. Et puis, il y a ceux qui sont sur la voie technique, bah, il y en a quelques-uns qui sont très bons et qui passent par la voie technique. Et comme bah, il y a 20 places, mais ils rentrent dans les 20% des places, alors qu'il y a tellement de concurrence dans les 80% qui ne passent pas. Donc, il y en a quelques-uns qui ont compris ce système, que c'était. Ça veut dire que les deux voies sont possibles. Et ce qu'on voit en tout cas, c'est remarquable, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui passent par la voie technologique et qui en fait tombent sur des sujets qui leur plaisent. Et c'est ça qui est important, c'est que la motivation change complètement. Et quand on est motivé, c'est pas pareil, hein. Moi, j'ai Une un autre question. exemple concret, j'ai un petit-fils qui fait ça, et franchement, ça a changé sa vie. Une autre question, Gérard. Il y a Sofiane là qui nous dit qu'elle a malheureusement raté le début. Elle demande s'il y a un enregistrement. Donc, on peut lui dire oui, il y a un enregistrement qui sera disponible sur la chaîne YouTube du groupe Île-de-France d'ici 4 5 jours. Voilà. Et Et puis, si, je peux aussi, s'il y a des mails, répondre aux mails. oui. Et autre point là que on peut rappeler, c'est que le PDF de la présentation de Gérard sera accessible si vous envoyez un petit message à 3af.idf@orange.fr. Donc je répète en minuscule 3af.idf@orange.fr. Vous m'envoyez un petit message et vous aurez le PDF de la présentation au plus tard dimanche soir. Alors, je signale également que je suis l'un des professionnels sur le site My Job Glaceuse et j'ai beaucoup de jeunes à qui je fais, je dirais, un entretien d'1 heure avec eux. Donc, ceux qui veulent passer par My Job Glaceuse, éventuellement, je peux, dans les semaines qui viennent, répondre à des questions plus particulières. Voilà. Donc, y a-t-il encore une question? On peut encore prendre une question? Non? Je pense avoir vu toutes les questions qui étaient sur la messagerie instantanée. Il y a Gaëtan qui a levé la main, mais c'était pour féliciter Gérard ou c'est pour poser une question? Non, à vrai dire, c'est pour encore poser une question, Bon, si je peux me écoute, permettre. bien sûr. À Super Héros, est-ce que vous savez s'il y a beaucoup de personnes qui viennent d'STI 2D et de BUT ou pas? Bah, Je plus BUT, parce qu'STI 2D, c'est différent. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui viennent de BUT, justement? ne sais pas. Ok. Eh ben, Mais on peut demander, hein. j'irai demander un jour si j'ai l'occasion d'aller jusqu'à Toulouse. Bon, on peut leur. Euh, tu pourrais m'envoyer la question par mail et puis je demanderai à Super Héros.
Ok, bah super, merci. J'avais noté votre mail normalement. Euh, du coup, vous êtes Oui. sur My Job Glasses, c'est ça aussi? Ouais. Ok, donc on peut juste taper votre nom, prénom et on vous trouve du coup, Non, c'est je ça. pense que c'est pas comme ça. Il y a des mots-clés. Ok, C'est un d'accord. moteur de recherche. Il faut marquer aéronautique, vieux machin, je sais pas quoi. Ok, bah super. En tout cas, si vous avez un problème pour trouver l'adresse email de Gérard Larvel, vous écrivez Ouais, encore une fois à 3af.idf@orange.fr. ok, super, merci. Mais Sinon, normalement, ça devrait aller. vous pouvez aussi l'envoyer au comité jeune de la 3AF, Ok, d'accord. parce que c'est moi qui réponds aux questions. Ok, bon bah super. J'ai plein de moyens, ça devrait aller normalement. Vous pouvez poser vos questions. Bonjour, Louis Duclos. Moi, ça fait 6 ans que je travaille dans le nucléaire, nucléaire pour les projets anglais notamment. Et aujourd'hui, je suis là, enfin, ce que j'attends de voilà, cette petite réunion-là, c'est de voir les métiers aéro et spatial, notamment ceux sur lesquels je peux avoir une passerelle qui me permettrait de passer du nucléaire vers le spatial, qui est un sujet qui m'intéresse énormément et qui me passionne. Et voilà, je veux voir, aujourd'hui, je suis sur un profil plutôt gestion de projet, responsable technique. Et je voudrais voir s'il y a des types de métiers qui peuvent correspondre à mon type de profil. Ben, c'est fort intéressant, mais c'est très faisable. En fait, il y a plein de métiers, je dirais, on va les voir un petit peu, mais il y a un tas de spécialités techniques, je dirais, qui sont les mêmes dans le nucléaire ou dans l'aéronautique. Alors, il y a une différence de base, je dirais, c'est qu'en général, tout ce qui est nucléaire, c'est plutôt du assez lourd, et tout ce qui est aéronautique, c'est le plus léger possible. Hein, C'est vrai. c'est un peu comme les avions et les fusées, c'est du léger, les sous-marins et les bateaux, c'est plutôt des grosses coques. C'est pas tout à fait les mêmes structures. Mais après, quand on s'y habitue, c'est les mêmes calculs de structure, c'est les mêmes calculs d'aéro ou d'hydrodynamique. L'informatique, c'est l'informatique, la mécanique des fluides. Dans un cas, c'est l'extérieur de l'avion, dans l'autre cas, c'est l'intérieur des tuyaux. Mais tout ça, c'est les mêmes métiers, en fait. Donc, tout est faisable. Par contre, il y a une particularité qui est tout à fait identique entre le nucléaire et l'aéronautique, c'est que le mot sécurité est le mot permanent que l'on doit prendre en compte. Ouais, Donc la fiabilité, une voiture, ça a le droit de tomber en panne, si je puis dire, on s'arrête sur le bord de la route et on attend que ça se passe. Un avion ou une centrale nucléaire, il vaut mieux éviter. Donc effectivement. la notion de sécurité, justement, c'est pareil, hein. Non, non, c'est tout à fait faisable, ça, hein. Et puis après, bah, là, si vous dites chef de projet, et choses là, les chefs de projet, il y en a partout, hein. Bon, donc, Vous avez il y une en a. spécialité, Louis, ou pas? Moi, initialement, je suis ingénieur mécatronique. Et Voilà. du coup, ça colle plutôt bien avec mon poste actuel parce que je vais travailler avec des ingénieurs mécaniques, électroniques, un peu de programmation. Et, euh, et c'est pour ça que je pense que ça se déroule bien aujourd'hui. C'est que j'apprécie avoir cette vision-là assez large sur plusieurs disciplines. Je pense que j'excelle nulle part, mais j'arrive à comprendre à peu près tout. Ça, ça roule plutôt bien. Non, puis c'est très bien en plus, parce que là, vous dites, ça fait 6 ans que vous travaillez. Ouais, c'est ça, Bon, exactement. ben, c'est une expérience qui est très intéressante et je dirais croiser les secteurs industriels, c'est très bien, hein. D'accord. Si vous regardez le président d'Airbus actuellement, c'est un monsieur qui a eu toute une carrière au début dans les hélicoptères, qui est parti un certain temps chez PSA et qui est revenu maintenant et qui est le PDG d'Airbus. D'accord, je savais pas. Donc, tout est faisable, hein. Non, c'est les métiers techniques, ben, ça s'applique différemment, mais c'est les mêmes, hein. Ouais. Non, non, c'est En fait, faisable, hein. dans ces métiers-là, il y a élargir un petit peu, Gérard, il y a la conception de la machine, et puis après, il y a l'exploitation de la machine. Et dans l'exploitation, il y a tout un volet, alors je parle pour ma paroisse, hein, moi je suis un ancien d'Air France Industrie, et un volet maintenance, où il y a effectivement énormément de méthodologies à développer pour être les plus performants possibles. Par rapport à des règles qui sont fournies par les constructeurs, les avionneurs, les équipementiers. Mais il y a toute une latitude qui concerne la mise en œuvre et le développement de l'outil industriel. Et effectivement, on recherche des ingénieurs
système, mécatronique, robotique, euh, qui intègre aujourd'hui l'IA, bien sûr. Voilà. Donc, il y a la conception de la machine. En gros, il y a du Airbus, du Boeing, enfin, du Safran, du Dassault. Et puis après, il y a le côté opérateur d'une compagnie aérienne, typiquement, ou tous les ateliers de sous-traitance et de maintenance qui existent. Qui existent. Donc, il y a un champ des possibles énorme, énorme, considérable. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, suggestions? Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je peux vous poser une petite question, ça vous dérange pas? Bah non, au contraire. Ok, C'est le même super. prix en plus. Je voulais savoir, en fait, je suis passionné du spatial, je m'appelle Gaëtan, là je suis en première STI 2D, et je voudrais faire de l'algorithmie en robotique spatiale, donc tout ce qui est programmer les rovers, etc. Et je voulais savoir un peu en spécialisation d'ingénieur, s'il fallait mieux que je me spécialise en algorithmie, en robotique ou en spatial en général. Donc voilà, je voulais un peu votre expertise. Ah, c'est une bonne question, mais la réponse est difficile. Ok. Non, mais de toute façon, moi je dirais, au niveau du bac, là, il faut rentrer dans une école d'ingénieur, hein. Alors pour Oui, bien sûr. le spatial, l'aéronautique, il y en a quelques-unes, hein. À partir de là, je dirais, pendant l'école, on apprend dans les grandes écoles, en fait, ça va donner un peu une multitude de spécialités, hein, de tout. Il y aura de l'algorithmique, etc., mais il y aura aussi de la mécanique des fluides, etc. Bon, mais Ouais. ça permet d'avoir un vocabulaire, ça permet de comprendre un peu toutes les composantes. Et puis après, bah, ce qu'il faut, c'est progressivement, c'est effectivement de s'orienter pendant les stages, en particulier dans la grande école, vers le secteur indiqué. Ouais, Je bien sûr. recommande également, bon, moi je suis pas spécialiste du tout de ce genre de sujet, puisque c'est plutôt la mécanique des fluides, mais il y a un site, par exemple, qui s'appelle My Job Glasses. Ce Ouais. site, en fait, il permet de trouver des gens qui travaillent le plus près des sujets intéressés. Et à ce moment-là, on peut aller les contacter. C'est très facile. Et à ce moment-là, discuter directement, progressivement avec un spécialiste, des spécialistes du sujet. Et Ok, là, ils ça pourront vous marche. donner des conseils pour l'orientation, etc. Super, Et puis bah merci. après, une fois qu'on a toutes ces généralités, qu'on sort d'une grande école, pour moi, une grande école, je dirais, c'est les fondations de la carrière. C'est-à-dire qu'on Ok, apprend un oui. peu tout, je veux dire, tout et rien en même temps. Et on est spécialiste de rien du tout, hein. Oui. Parce que comme on a vu un petit peu tout en 3 ans, je dirais, globalement, on ne sait pas grand-chose. Et donc, bah, en fonction du premier travail où tu vas rentrer dans une entreprise comme l'ESA ou je sais pas où, dans une société qui fait des satellites ou des choses comme ça, eh ben, c'est là que tu réponds à un poste et c'est là que tu vas réellement apprendre toute ta spécialité. D'accord, ouais, je comprends mieux. Donc ouais, c'est vraiment après les études où on se spécialise dans un domaine. Ouais, moi Ok, j'ai fait Super Héros. Quand je sortais de ok. l'école, je savais tout est fait. Ah, rien du tout. Bon, bah, heureusement que je ne m'a pas demandé de faire un avion ce jour-là. Bon, on m'a donné un premier sujet sur faire des entrées d'air. Bah, après, j'ai Ouais. fait des entrées d'air toute ma vie ou à peu près. Donc, Ok, oui. c'est le premier poste qui est très important, c'est Ok. justement d'aller vers le sujet qu'on a envie, hein, et qu'on Ok, peut. donc c'est vraiment le premier poste qui va déterminer un peu le choix après Bah, ce qui va se passer. si on reste quelques années sur le sujet, ça permet de devenir un bon spécialiste du sujet Ouais, qu'on c'est n'a vrai. pas en fait acquis pendant le temps de l'école, Hmm. hein. Donc, c'est là Ok. qu'il faut choisir, mais d'un autre côté, on va le voir tout à l'heure, il y a des sujets qu'on n'aime pas, mais il y a plein de sujets qu'on ne connaît pas. Et on se dit, alors toi, c'est assez précis, là, tout ce que tu dis, hein, mais il y a plein Ouais. de sujets. Moi, je voulais faire de la mécanique des fluides. Bon, bah, mon premier poste, on m'a proposé de faire des prises d'air. J'ai fait des prises d'air. Mais on Oui, m'aurait bien sûr. proposé, Ouais. je pense, de faire des pales d'hélicoptère. J'y voyais pas d'inconvénient. Bah, j'aurais peut-être fait toute ma carrière sur les pales d'hélicoptère, Ok, oui. hein. Donc, il Ouais, faut que donc c'est bien, tu as un objectif, tu essaies d'aller mhm. le plus proche possible, mais il faut pas, t'as le temps. Par contre, Que je compte faire. là, comme tu as quelques années, tu peux très bien, justement, c'est te renseigner en permanence sur le domaine que tu vises.
Ouais, bien le sûr. spatial. Donc, par exemple, t'abonner, adhérer à la Je le fais déjà, ouais. 3AF, Mm. ça te permet de recevoir un tas de revues, d'avoir des contacts, etc. Tu Ouais, commences à bah, établir ton réseau dès à présent. à vrai dire, pour vous parler un peu de moi, ça fait quand même quelques années, depuis même ma naissance, que je suis là-dedans. C'était quand? C'était il y a 2 semaines, je suis allé faire un stage à Ariane Group. J'ai Ouais, réussi à débaucher un stage à Vernon, voilà. ouais, bah, Enfin, c'est après, bien. je veux pas tout vous dire, mais je voulais aussi. Je peux vous poser une autre question aussi, tant qu'à faire? C'est le Ça même dérange prix. pas? C'est le même Ok. prix. Qu'est-ce que je peux faire pour que là, tout de suite, j'ai plus de chances dans l'avenir? Comment De je peux travailler, agir là maintenant sur mon avenir? de travailler, d'être Ok. curieux, d'être critique et d'avoir l'esprit ouvert. Et bien parler l'anglais. Ok, bah c'est C'est quelques magnifique. idées, hein, non? Ok. Non bah ça va, c'est bien. Tout ce que vous dites, ça me confirme un peu ce que je pense déjà, donc c'est chouette. Puis après, il faut y aller doucement. Oui, bah de toute Douce. façon, faut préparer le terrain, faut aussi prévoir les choses en avance, tout en restant dans le temps présent, bien entendu. Ouais. Et il faut, je vais en parler tout à l'heure, mais il y a l'IA, l'intelligence artificielle, qui apparaît à grands pas là, actuellement. Mhm. Il faut bien réfléchir à qu'est-ce qu'on peut en tirer Ouais. intelligemment, hein. Ouais, ouais, Mais ouais. j'en reparlerai tout à l'heure. Mm. Une autre question? Ouais, je veux bien. Brice, ça pareil. Oui, Brice, Bonjour, oui. Je vais mettre un visage, voilà, sur la voix, c'est quand même plus sympa. c'est merveilleux. Quand ça fonctionne. Et ça marche bien, là. Enchanté, messieurs. En tout cas, merci d'avoir organisé ce tour de table. Euh, alors moi, je suis un passionné. Bah, je rejoindrai parce que ce qu'a dit Louis tout à l'heure. Je suis pas un expert dans un secteur donné. Je suis curieux de tout. Je suis ingénieur mécanicien à la base. J'ai dessiné avec, ça rappellera certains souvenirs, certains calques, rotring, grattage avec rasoir. Voilà. Donc pour vous donner un petit peu d'où on vient. Et après, on a connu bah, l'essor de l'informatique, la CAO, la DAO, et j'en passe et des meilleurs. Donc après, moi, bon, je viens de la production. Je crois que je suis un productif pur pendant une dizaine d'années. Puis après, je suis passé de l'autre côté du miroir, dans la vente, dans le sales, depuis une vingtaine d'années, principalement dans l'industrie métallurgique. Tournage, fraisage, transformation de matériaux, soudure, traitement de surface. Donc j'ai fait des études dans la RDM, voilà, j'ai touché un petit peu à tout. Il y a 3 4 ans, bah, suite en fait à la Covid, moi j'étais dans l'industrie graphique, on a vraiment, on a été vraiment happé par. Alors il y a eu la crise de 2008, mais on est un petit peu passé entre les gouttes, ça allait encore, la crise des subprimes. Mais la crise Covid a fait un mal fou à pas mal d'industries, mais en particulier sur celle de les imprimeries traditionnelles. Donc je me suis retrouvé sans emploi à l'époque. J'ai suivi une formation dans ce qu'on appelle le business digital. Donc, tout à l'heure, un de vous a parlé de l'IA, mais avant de parler d'IA, il y a eu pas mal d'évolutions dans le digital, à la fois les outils développés, mais aussi la manière d'approcher la clientèle. Il s'avère qu'aujourd'hui, voilà, ce qu'on faisait il y a 10 ans seul, en tant que commercial ou technico-commercial, aujourd'hui, c'est 3 4 5 personnes qui doivent le faire. On ne sait pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est plus compliqué qu'avant, alors qu'on peut faire très simple. Ma question, en fait, voilà, donc il y a 3 4 ans, donc je me suis réorienté dans le digital et bah, alors, je suis aussi autant passionné par le train que par l'avion et j'ai intégré en fait une start-up qui développait ce qu'on appelle un logiciel, du soft, hein, mais qui à la fois utilisait également du hard et de l'IoT, des équipements de traçabilité, tracking, qui permettait en fait de suivre la production dans les ateliers ou dans les MRO. Pour certains, vous connaissez les MRO, les ateliers de maintenance, l'outillage utilisé, les éléments pour la supply chain, la logistique, les chariots, enfin voilà, tout ce qui n'était pas en fait repérable ou facilement trouvable, ce qu'on appelle maintenant depuis quelques années les jumeaux numériques. Voilà, Mm. ce qui permettait de détecter, de suivre des éléments mouvants dans les ateliers, enfin dans toutes les entraves. Bon. Donc j'ai découvert ce milieu-là, ou redécouvert un petit peu. Donc Air France Industrie, j'ai entendu que quelqu'un avait travaillé chez Air France Industrie, donc c'est un de nos partenaires. Bon, cette aventure, elle n'a pas duré longtemps.
Ceci étant, j'ai quand même pris goût. J'ai essayé de rebondir derrière. Ça n'a pas été simple. En fait, en France, c'est pas très simple. En fait, je pense que je surprendrai personne. Euh, euh, on est vite rangé dans une case. Et moi, en fait, ce que je voulais, c'est déjà d'être curieux de ce qu'il allait se dire ce soir. Présenter. Alors, je vois que vous êtes tous des techniciens, ingénieurs. Quand je dis technicien, attention, c'est pas forcément de formation, mais on sent qu'il y a quand même un volume technique entre vous là d'un très haut niveau. Je vais essayer malgré tout de suivre. Moi, c'est plutôt l'aspect voilà côté vente, sales. Euh, moi, je cite par exemple aujourd'hui des boîtes comme Safran, Thales, mais je vois qu'au niveau profil, c'est quand même hard. Même avec une formation, je pense que ça peut être compliqué. Je pense que là, c'est plus de l'expérience qu'il faut acquérir ou réacquérir pour intégrer peut-être ces grands groupes. À vous de me le dire. Voilà, voilà. Donc, c'est une de mes questions. Alors, peut-être que votre entrevue, votre présentation du jour est très tournée, on va dire, côté technique. Mais si Non, vous non. pouviez ajouter une petite touche, Il y a aucune équation. ah ben, c'est parfait, alors. C'est pas du tout technique et c'est adapté à tout le monde. Je dirais comme Tintin et Milou de 7 à 77 ans. C'est très bien. C'est en fait ce n'est que des généralités, hein. Il n'y a absolument pas D'accord. d'équation, il n'y a pas de technique, il n'y a rien du tout. Tout est compréhensible par tout le monde. Ah ben, c'est génial. Vous êtes mis à Hein. niveau, ça, c'est parfait, ça. Le but de cette conférence, c'est pas de faire des équations sur de la technique. Le but, c'est de justement d'attirer les gens vers ces métiers-là, voir qu'il y a beaucoup de possibilités et de guider les jeunes, je dirais, pour qu'ils s'orientent vers cet objectif. Hein. Donc, surtout pas d'équation. Ouais, ben, Et c'est par génial. contre, le mot vente et commerce apparaîtra dans une ou deux planches, mais je dirais, c'est pas ça sera juste, je dirais, une particularité. Parce que j'essaie d'être très général. Vous voyez que j'ai compté ici 1001 métiers, donc la vente, c'en est un, mais il en reste quand même 1000 à traiter. Donc, J'imagine. comme Bien on va les sûr. survoler, je vais pas rentrer. Alors, en plus, je vais pas rentrer dans les détails de la vente parce que j'y connais rien. Donc, vous n'auriez pas des conseils très précieux Non, avec moi. c'est pas les conseils de la vente, c'est plus l'approche. Voilà, c'est l'approche. C'est plus l'approche technique. Moi, je me considère comme un technico-commercial, non pas uniquement vendeur. Il faut connaître son Euh, produit avant de le vendre. Donc, Oui, il y a la vente. Tout ce que je peux vous dire, là, je n'aurai pas à le dire après, mais par exemple, souvent, les directeurs des achats, en fait, c'est pas souvent des commerciaux, c'est souvent des ingénieurs. Parce que, en fait, quand on achète quelque chose, lorsque Airbus achète un moteur, il va pas commencer par dire à quel prix tu me le vends. Il va commencer par dire à combien ça pousse, comment ça vibre, où c'est que je l'attache, caractéristiques. etc. Donc, en fait, il y a beaucoup de discussions techniques et la partie commerciale devient, je dirais, qu'un complément. Donc, Ok. bon, après, vendre, c'est à l'autre bout, si vous vendez des avions, c'est pas simple. Et puis en plus, là, c'est pareil. Il n'y a pas que de la vente, hein. Il y a du géopolitique à tenir en compte. On ne vend pas n'importe quoi à n'importe qui Ouais. sous l'aval ou non des gouvernements, etc. Donc, c'est pas uniquement de la vente. En plus, il y a souvent des compensations. Vous vendez un avion à un pays, mais il l'achète à condition que vous lui repreniez son café. Après, il faut vendre le café, hein. Donc, tout ça, c'est assez large comme commerce, hein. Non, c'est clair, c'est clair. Bonjour, Bonjour. bonjour Jean-Claude. Bonjour. Jean-Claude Bonjour. Duronde. Alors, je Bonjour. viens effectivement soutenir mon ami Gérard Laruelle pour les 1001 métiers. Effectivement, j'ai déjà assisté une fois à cette présentation, mais je la trouve très bien. Donc, je me suis réinscrit pour t'écouter, Gérard, et éventuellement pour répondre à des questions plus tard. Mais malheureusement, je serai obligé de vous quitter avant, puisque j'ai une autre réunion programmée à la suite. Voilà, mais je viens au moins au début, Gérard. Merci Jean-Claude. Jean-Claude, tu peux peut-être te présenter en quelques mots? Ah ben, tout le monde va se présenter. Je sais pas, moi je me présente. Non, Ben, Non? je suis ingénieur de l'aéronautique, de super-héros. J'ai fait toute ma carrière chez Dassault et j'ai été l'ingénieur en chef du Rafale pendant 20 ans, puis après du Falcon 7X. Depuis, je suis rentré à l'Académie de l'air et de l'espace où où je m'occupe
des entretiens de Toulouse, d'ailleurs avec Gérard Larvel, qui est responsable d'un domaine innovation compétitivité. Il y a 18 domaines. Et ces entretiens de Toulouse sont en quelque sorte une transmission des compétences et des savoir-faire euh, par des anciens ou des experts vers les jeunes générations d'ingénieurs. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai un fond d'écran entretien de Toulouse. Merci Jean-Claude. J'avais une question pour Monsieur Josic. Comme on a 3 minutes de battement, vous disiez que vous aviez travaillé avec Air France Industrie. Dans quel domaine? Avec la MRO du côté d'Orly. Oui, je connais très bien. Et J'y ai passé 45 ans, donc ok, donc ouais, j'y suis allé à 2 ou 3 reprises dans le cadre d'un projet, donc ce qu'on appelle, ce que j'appelais tout à l'heure de la géologue d'outillage dans l'atelier. Alors, j'ai plus mais vous étiez le dans nom quelle de entreprise à l'époque? c'était Zozio, Ah, ouais, je connais bien. Z-O-Z-I. Ouais. Ok, ok. Zozio, très Voilà. bien. C'était avec mes équipes. Ouais. Ah bah, c'est vrai que le timbre est tellement petit, peut-être qu'on s'est croisés, mais Vous, non, je m'en serais souvenu, mais c'était avec mes équipes parce qu'effectivement, j'étais directeur d'innovation d'Air France Industrie. Et donc, à ce titre-là, je menais toutes les expérimentations, tout domaine confondu, voilà, entre d'accord. autres. Ok. Voilà. Non, mais le monde est petit, hein, quand les gens communiquent et restent en contact. C'est un vaste monde, le domaine de enfin, l'industrie aéronautique, mais en fait, tout le monde se connaît. C'est un petit monde quand même. Oui, oui, exactement. Et un monde passionnant. Ah non, non, j'imagine, hein, je constate la même chose du côté du ferroviaire, parce que j'ai fait aussi un petit passage dernièrement dans le ferroviaire. Et il y a une quinzaine d'années, dans le BTP, pareil, avec les grands majors que sont Vinci, Eiffage, Bouygues, qui ont aussi beaucoup de branches, mais dans le milieu du BTP, c'est pareil, hein, en France, enfin, dans le monde, c'est plus de 500 000, un demi-million d'employés, mais tout le monde se connaît, c'est incroyable. C'est des très grandes familles, mais de grands passionnés, comme dans l'aéro. Merci, Patrick. Une autre question? On peut prendre encore une autre question? Hop, à la limite, moi j'ai une question Oui, encore. c'est bon, Gaëtan. Oui. Euh, Quelle est pour vous la plus grande qualité que doit avoir un ingénieur? Il doit être curieux déjà. Ok, c'est vrai que c'est un très bon point. Il Je y a, peux répondre aussi, Jean-Claude Hironde, puisque j'ai eu la chance de piloter pas mal d'ingénieurs dans ma carrière. Je crois que la qualité principale, c'est savoir travailler en équipe. ouais. Ok, d'accord. Le Ouais, diplôme ne suffit pas, donc il faut s'adapter dans les équipes pour que finalement ça tourne bien et que tout le monde se sente solidaire sur les objectifs fixés par la société. ok. Bah super, merci de votre réponse en tout cas. Moi, Ça veut dire, j'ajouterais quelque chose, Gaëtan, qu'il faut être un peu audacieux D'accord. pour sortir un peu des sentiers battus, parce qu'on vous demande, ingénieur, il y a un peu de créativité là-dedans. Et au-delà Ouais. de ce qu'a dit Jean-Claude, je pense qu'il faut être polycompétent. Vous pouvez être expert, certes, mais il faut être polycompétent et être un vrai couteau suisse parfois, et c'est très utile, notamment pour mener des grands projets. Ok, ouais, donc faut savoir un peu se démarquer et savoir un peu pouvoir changer, évoluer de manière très rapide. Aussi, adaptabilité, ouais, c'est clair. Ouais, voilà. Le monde évolue très vite et ce que vous avez fait, ce que vous allez apprendre à l'école là, dans les prochaines années, dans 10 ans, ça sera pas forcément valable. Ouais, Il faut ouais, peut-être c'est sûr. s'adapter. Voilà. Il y a des choses qui vont. Il y a des fondamentaux, mais Ok, bah super, merci. Bon, bah écoutez, je pense qu'il n'y a plus de questions et bah, je vous propose de conclure l'intervention de Gérard en le remerciant de nouveau et puis en vous proposant de vous connecter sur le site de la 3AF pour, d'une part, suivre les actualités, éventuellement vous connecter aux conférences qui sont proposées. Il y aura une conférence prochainement qui traitera des défis du droit à l'espace. Donc, ça sera le 8 avril. Et puis, vous avez d'autres propositions qui vous seront faites d'ici la fin du mois de juin, et puis d'autres qui apparaîtront durant les congés de juillet-août
pour des conférences qui seront proposées et des visites qui seront proposées d'ici la fin de l'année. Voilà, bah écoute, Gérard, un très grand merci à toi. Et Avec puis merci plaisir. à vous tous qui vous étiez connectés là. On était 35 au maximum. On regrette effectivement que les 102 n'aient pas pu se connecter tous aujourd'hui, mais ceux qui n'auront pas pu le faire pourront accéder à l'enregistrement qui sera proposé sur le site de la chaîne YouTube du groupe Île-de-France Paris Merger. Merci.